On te retrouve de l'autre côté comme promis du bateau. C'était énorme ce bateau, on va te montrer quelques images. Il y avait un casino, il y avait plein de restaurants, il y avait des concerts. Il y avait des boutiques de parfums, de vêtements, enfin c'était la folie. Et maintenant on est à Tallinn, la capitale de l'Estonie, et on va aller visiter cette magnifique petite ville. Encore la présence de l'histoire soviétique ici dans cette petite ville, même dans ce pays je pense. Et il y a un château à visiter, il y a plein de petites maisons de couleurs différentes, enfin c'est très agréable. Et après évidemment tu as la grosse ville qui est autour et qui est beaucoup moins belle. Mais bon, c'est un peu partout pareil en soi. Après avoir passé une journée très sympathique à Tallinn, la capitale de l'Estonie, on se dirige maintenant vers Riga, en Lettonie. Apparemment, nous avons un chat. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Il va falloir que t'apprennes à te laver. Hein, parce que bon. Et ouais. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient de passer la frontière de la Pologne et on a un peu tracé les pays baltes parce qu'on voulait rejoindre nos copains. Mais on a fait les capitales qui étaient magnifiques. Il y avait beaucoup d'églises au mètre carré en fait comme tu as pu le voir dans les vidéos. Pour commencer cette visite de la Pologne, on va aller visiter la tanière du loup, le Wolfschanze sûrement on dit en allemand. C'était le QG principal d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale et on va essayer de te faire visiter et de t'expliquer avec nos mots ce qu'on verra. La tanière du loup était le nom de code désignant le principal quartier général d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était situé dans les bois, près du hameau de Fort Görlitz, dans le nord de l'actuelle Pologne. Il consistait en un ensemble de blocos et de maisons aux toits recouverts d'herbes, situés dans une épaisse forêt. Le tout protégé par plusieurs cercles de fils de fer barbelés, de champs de mines et de positions défensives. Hitler y a passé plus de 800 jours durant la guerre, soit environ 60% de son temps. Construit au milieu d'une forêt protectrice et situé à l'écart des principales routes, le complexe occupait une superficie de 6,5 km² divisée en plusieurs zones, avec au centre le bunker du Führer. Toutes ces installations étaient desservies par un aérodrome et des voies de chemin de fer. Au plus haut de son activité, environ 2000 personnes vivaient et travaillaient à la Wolfschanze, dont 20 femmes. Durant la guerre, le complexe a été la cible de nombreux attentats. Il est finalement détruit et abandonné par les Allemands le 25 janvier 1945, lors de la retraite de la Wehrmacht face à l'avancée soviétique. L'armée rouge en prend possession 2 jours plus tard. Nous nous trouvons actuellement dans un bunker et les murs font 7 mètres d'épaisseur. De béton, mur et plafond 7 mètres d'épaisseur. À la base c'était pour accueillir les invités et puis ça a été transformé en bunker anti-aérien. Waouh, c'est des méga ruines. Et on se trouve actuellement devant le bunker d'Hitler où il a séjourné pendant 12 jours en novembre 1944 avant de partir dans son bunker à Berlin, là où il s'est suicidé en 1945. Et le bunker est énorme. Il fait quoi? Il doit faire 15 mètres de haut, peut-être 10 mètres de haut. C'est absolument énorme. On voyait quand même qu'il était pas rassuré quoi. Il fallait se protéger. Ici c'est difficile à croire, mais c'est un ancien casino, salon de thé, où les soldats venaient se détendre. Maintenant il n'y a plus rien. Et comme vous pouvez le voir ici, la nature a presque totalement repris ses droits. Les arbres poussent, la mousse pousse et les bunkers disparaissent.
te fais le petit débrief du Wolfschanze le soir parce que tout à l'heure la caméra n'avait plus de batterie. C'était assez impressionnant comme visite. Nous deux on connaissait pas du tout l'histoire du Wolfschanze avant d'y venir. On savait pas du tout que cet endroit avait existé. La visite nous a pris à peu près 1 heure, disons. Et c'était vraiment intéressant. Disons que nous on l'a vécu un peu comme ce qu'on appelle le devoir de mémoire, c'est-à-dire de se rappeler de ce qui s'est passé pour essayer de ne pas le reproduire dans le futur. Et ce soir on vient de se poser sur un spot qui est vraiment pas terrible. C'est un petit parking dans une ville. Je sais pas si t'entends la pluie, mais bon, il fait vraiment pas beau, on s'est démarré un petit feu. Et demain, on va visiter Gdansk. Aujourd'hui, on va te faire visiter la petite ville de Gdansk, je crois que ça se dit comme ça, qui est au nord de la Pologne. Allez, c'est parti. Nous sommes dans la rue Mariaka, et c'est la rue où vous trouverez de l'ambre à foison. Il y a plein de marchands d'ambre, c'est super joli, il y a plein d'étals un peu partout dans la rue. Il y a vraiment de quoi plaire à tout le monde. On a adoré la petite ville de Gdansk en Pologne et ça nous fait un peu penser à Amsterdam du Nord en fait. Et maintenant on va aller à la capitale de la Pologne, c'est Varsovie. Donc on t'emmène avec nous. La visite d'un pays, ça peut être aussi culinaire. Alors là, on va aller goûter des pierogi au restaurant. Les pierogi, c'est la spécialité en Pologne. C'est des sortes de raviolis fourrés à tout en fait. Il y a au canard, aux épinards, à la feta, c'est extrêmement bon. On en raffole ici. Après la visite de Varsovie, on va se diriger vers un spot qui a l'air pas mal du tout. Après avoir visité Cracovie que nous avons beaucoup aimé, nous nous dirigeons vers le camp, tristement célèbre, d'Auschwitz-Birkenau. Le centre d'Auschwitz-Birkenau était divisé en 2 camps à but distinct. Auschwitz, le camp de travail, et Birkenau, le camp d'extermination. Un réseau de trains a été construit dans toute l'Europe afin d'arriver directement dans le camp. Les Juifs transitaient par Drancy, où ils pouvaient passer jusqu'à 10 jours avant d'être envoyés vers les camps d'extermination. Lors de leur arrivée sur le quai de Birkenau, ils étaient triés par le médecin de camp en fonction de leur état physique. Le médecin décidait s'ils partaient à droite directement aux chambres à gaz,
ou à gauche dans le camp de travail. Des présélections étaient faites. Les moins de 14 ans, les plus de 45 ans, les femmes enceintes ou avec un enfant étaient directement envoyées aux chambres à gaz. Nous avons appris que notre visite de 5 heures était même parfois plus longue que l'expérience de vie de la plupart des juifs qui arrivaient ici. 4 chambres à gaz sont utilisées à Birkenau, avec pour chacune la possibilité de tuer 6000 personnes à la fois. On annonce aux nouveaux arrivants qu'ils vont aller travailler, mais que dans un premier temps, ils doivent se doucher et être désinfectés. Ils sont alors conduits dans ces fausses salles de douche, où ils sont rapidement gazés avec le gaz Zyklon B. Dans ces installations modernes, il devient possible en 24 heures de brûler près de 4800 cadavres et de gazer 3000 personnes en même temps. Les cendres et les débris d'ossements non consumés sont détruits et jetés à la rivière, ou utilisés comme engrais. Après avoir récupéré les corps dans les chambres à gaz et avant de les brûler dans les fours, les nazis procédaient à des dépouilles corporelles. C'est-à-dire qu'ils arrachaient les dents en or des personnes pour les refondre en lingots d'or et les exporter vers l'Allemagne. La vie d'un prisonnier dans les camps est rythmée par de nombreuses tâches. L'emploi du temps quotidien est le suivant. Ils doivent se lever à l'aube, passer l'appel du matin, faire le trajet pour aller jusqu'à leur lieu de travail, travailler de longues heures dans le froid glacial ou un soleil de plomb, faire la queue pour recevoir un maigre repas, retourner au camp, passer l'inspection du bloc dans lequel ils dorment, puis passer l'appel du soir. Lors de ces appels du matin et du soir, les prisonniers doivent se tenir debout, immobiles et silencieux, et ce, des heures durant, avec une tenue qui n'est jamais adaptée aux conditions climatiques des saisons qui se succèdent. Celui qui tombe ou trébuche est abattu. Les prisonniers doivent donc concentrer toute leur énergie afin de survivre à ces jours de torture. De nombreux prisonniers mouraient souvent de froid car les températures hivernales descendaient sous les moins 30 degrés et les baraques n'avaient aucune isolation et ils n'étaient habillés que d'un pyjama. Mais ils mouraient aussi de faim et de maladies comme le typhus. Dans les baraquements, ils avaient inventé une nouvelle langue pour se comprendre sans que les SS ne les comprennent. Par exemple, organiser signifiait en réalité voler. Quelques juifs ont tenté de s'enfuir. Mais c'était presque peine perdue, car le camp ne s'arrête pas aux barbelés et aux miradors, mais à des kilomètres après la ville d'Auschwitz. Fin 1942, le professeur Karl Kloberg s'installe à Auschwitz, où il effectue des expériences sur la stérilisation avec le docteur Schumann, afin de mettre au point une méthode d'anéantissement biologique des peuples haïs par les nazis. Mengele, docteur en médecine et en philosophie, mène à partir de mai 1943 des recherches sur les jumeaux et les nains et s'intéresse à d'autres phénomènes tels que la coloration de l'iris de l'œil. Il commence ses expériences, dites médicales, sur les tziganes puis sur les juifs. Après un certain nombre d'examens suivis d'une injection de phénol dans le cœur qui tue la victime désignée, il procède notamment à l'analyse comparative des organes. À la demande du docteur Farben et en particulier de la société Bayer, différents produits pharmaceutiques sont testés à Birkenau et à Monowitz. Dans le cadre de ces expériences médicales, le docteur Vetter inocule le typhus à des détenus pour tester les produits fabriqués par Bayer. Pour les internes sélectionnés, les expériences médicales signifiaient le plus souvent une mort lente et douloureuse. Après des années de service, le camp a été libéré le 27 janvier 1945 par des soldats soviétiques. Ayant peur de cette libération, les gardes SS ont tenté d'évacuer des dizaines de milliers de prisonniers du camp. Forcés de fuir pieds nus dans le froid glacial, à l'approche des armées ennemies, 56 000 à 58 000 détenus ont été répartis en groupes de 1000 à 2500 personnes. Bien trop faibles pour fuir, 15 000 d'entre eux ont trouvé la mort dans ces marches. Dans leur fuite, les SS n'ont pas eu le temps de détruire tous leurs registres, leurs dossiers, leurs documents, mais ils ont fait exploser la plupart des baraques, des chambres à gaz et des crématoriums avant de partir. De nombreuses baraques sont quant à elles restées intactes. Lors de la libération, les troupes soviétiques ont retrouvé 7 tonnes de cheveux, ainsi que des milliers de chaussures, valises et ustensiles de cuisine. De nos jours, il y a souvent des commémorations devant le monument aux morts. Les historiens évaluent le bilan à plus de 5 millions de morts dans les camps nazis, de 1941 à 1945. On vient de sortir d'Auschwitz et on va te parler un peu de nos ressentis. Et déjà, je pensais pas. On a du mal à se rendre compte que ça a vraiment pu exister, même si on est à l'endroit même où ça s'est passé. Que des hommes ont pu faire ça aussi, ça on a du mal à le réaliser aussi. Et surtout que les derniers survivants et témoins, ils ont déjà 90, 95 et ils vont peut-être bientôt mourir. Donc c'est les derniers témoins vraiment qui existent de nos jours. Et en fait on se rend compte aussi que c'était pas si lointain que ça, cette histoire. Ça fait un froid dans le dos quand on est sur les lieux, mais on est content de l'avoir fait pour notre devoir de mémoire. Et on espère qu'on a bien expliqué, que ce soit clair et pas trop triste pour vous.
C'est maintenant la fin de cette vidéo, la fin de la Pologne. Et on va aller en Slovaquie à partir de demain. On sait que cette vidéo, elle n'était pas forcément hyper joyeuse parce qu'on a visité beaucoup de sites de la Seconde Guerre mondiale, entre le Wolfschanze, Auschwitz. Donc forcément, il y a de l'histoire. Mais on va quand même te laisser sur de belles images, de citrouilles parce que c'est Halloween, donc on a acheté une petite citrouille et je me suis amusée avec. Donc voilà, on te laisse sur ces images. Salut. Allez, ciao. Vous avez vu la conception de ma citrouille et maintenant elle est éclairée. On va pouvoir la mettre en décoration sur Ginette. Ça va éloigner les fantômes ça.